c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, pour ce 10e épisode de la série Saylor, Robert et Michael nous proposent de prendre un peu de recul, zoom out et de considérer l'évolution de la monnaie à travers plusieurs modèles. Saylor présente d'abord la notion d'énergie tokenisée qui s'exprime dans un cadre sociopolitique et cette définition va lui permettre de souligner le caractère physique de l'or, sa matérialité. Il en profite pour attirer notre attention sur le fait qu'au cours de cette courte mais ô combien pénible et coûteuse expérience de monnaie fiat, l'humanité a perdu de vue l'importance fondamentale des dimensions physiques, énergétiques et mathématiques d'un bon système monétaire. Deuxième étape, Saylor nous propose un autre référentiel plus puissant, plus efficace à son goût sous la forme d'un modèle idéal de la monnaie. Petit indice, il est question d'un registre partagé dont je te laisse deviner les propriétés. Et c'est à travers ce prisme qu'il entreprend ensuite l'analyse des systèmes monétaires depuis les tablettes d'argile du croissant fertile en passant par les jetons métalliques jusqu'aux monnaies fiat dans lesquelles nos sociétés se sont engluées. Petite pensée pour les gold bugs et autres fanatiques de la monnaie or, leur ferveur est soumise à rude épreuve dans cet épisode où Saylor ne retient pas ses coups, s'attaquant notamment à la persistance inouïe de ce qu'il nomme le mythe de l'étalon or. C'est parti. Robert. Bonjour à tous, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Michael Saylor pour discuter encore de Bitcoin, de la monnaie, de l'histoire. On va prolonger de quelques épisodes supplémentaires cette série Saylor. Michael, je suis ravi de vous retrouver. Michael, merci pour l'invitation, Robert. Donc avant de reprendre notre conversation, je voudrais juste glisser un petit mot à propos des retours qui nous parviennent à propos de cette série Saylor. Vous savez, c'est absolument formidable de constater à quel point elle provoque chez nos auditeurs une reconfiguration de leur vision du monde. Tout à fait impressionnant. Cela ouvre une vraie porte d'entrée dans le terrier du lapin, quelque chose de rare et précieux. Félicitations et merci encore pour tout cela. Poursuivons maintenant notre échange. Prenons un peu de recul et considérons à nouveau cette fameuse question. Qu'est-ce que l'argent ? Qu'est-ce que la monnaie ? Michael. Vous savez, Robert, jamais personne ne me l'avait posé cette question avant que vous ne le fassiez lors du premier épisode de la série. Cela a suscité en moi toute une série de réflexions qui m'ont conduit à considérer l'argent comme de l'énergie. Lors de cette série en 9 parties, nous avons parlé de systèmes énergétiques et puis d'ingénierie, cette discipline ô combien essentielle à l'humanité, grâce à laquelle elle parvient à manipuler l'énergie. Alors, on va pas revenir là-dessus, mais si on repart de la question initiale, qu'est-ce que la monnaie ? Si je me concentre juste sur cela, eh bien, en guise d'entame de cette deuxième partie de la série, je dirais que l'argent, c'est de l'énergie tokenisée, exprimée sous forme de jetons dans un cadre sociopolitique. L'argent est de l'énergie, on le sait, mais elle est tokenisée. Un dollar est une mesure d'énergie, une pièce d'or est une mesure d'énergie, tout comme une balle de tabac que vous échangez. C'est également un token d'énergie. Combien d'énergie ? Eh bien, c'est précisément à ce niveau-là que le cadre sociopolitique intervient. Vous pouvez mesurer une énergie physique ou une énergie liée à de l'ingénierie, cela nous donne des mesures objectives, mais l'argent finit par acquérir un certain degré de subjectivité, car si je débarque avec un tas de pièces d'or sur une île déserte où tout le monde dispose d'armes à feu et se tire dessus,
il y a fort à parier qu'ils n'accepteront pas mes pièces d'or, alors que si je leur offre des balles pour leurs armes, il y a des chances qu'ils estiment que ces munitions font une bien meilleure monnaie que les pièces d'or. Comme les cigarettes dans un camp de prisonniers de guerre, elles constituent une monnaie très appropriée, bien plus que des pièces d'or. Donc cette question de ce qu'est l'argent, la monnaie, il y a de quoi bien cogiter. Si nous considérons la monnaie comme de l'énergie tokenisée s'exprimant dans un cadre sociopolitique, nous pouvons parcourir l'histoire de l'humanité et examiner les diverses façons de tokeniser cette énergie qui ont été employées. Nul besoin de s'appesantir sur bon nombre d'entre elles dont l'existence fut bien éphémère. Mais il y en a 3 fort intéressantes qui me viennent à l'esprit. La première, c'est l'étalon or. La seconde, l'étalon fiat. Et la troisième, l'étalon Bitcoin. Quand vous commencez à cogiter sur ce qu'est la monnaie, vous vous interrogez en réalité sur ce qu'est le meilleur système monétaire. On va se pencher sur ces 3 systèmes. La chose assez claire, c'est que la plupart des gens peinent à saisir Bitcoin, à le comprendre. Et ça, c'est parce qu'on parle d'un changement de paradigme total. Qu'est-ce qui le rend si radical, ce changement de paradigme ? Eh bien, Bitcoin est tout simplement la première véritable monnaie numérique. Ce n'était pas le cas de l'or, ni des monnaies fiduciaires, fiat. Et donc, ce qui leur fait cruellement défaut à tous ces économistes, politiciens et investisseurs, c'est un bon modèle mental pour appréhender Bitcoin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la science et l'ingénierie sont tellement intrinsèques à l'or qu'on n'a pas su l'apprécier à sa juste valeur. Parce qu'en réalité, si l'or est cette masse de 5 kilos d'un truc avec laquelle je vous éclate la tête, j'aurais pas besoin de vous expliquer qu'il y a de la science et de la physique dans l'équation. Mais dans le monde fiat, science et ingénierie sont devenues presque insignifiantes. C'est comme si, peu à peu, on s'était mis à ignorer la science et l'ingénierie, à négliger l'existence de conséquences immédiates claires. On vivait des phases d'hyperinflation de ces systèmes de fiat et leur effondrement, mais vu qu'ils avaient abandonné l'or et qu'ils n'avaient pas d'argent numérique, la seule alternative à une monnaie fiat, prenons la monnaie de la République de Weimar par exemple, c'était la livre britannique. Et l'alternative à cette monnaie fiat était une autre monnaie fiat. Et voilà, on comparait les monnaies fiat entre elles et dans ce contexte, nul besoin de se soucier de science et d'ingénierie. Et Bitcoin est ce changement de paradigme, cette monnaie numérique dont nous disposons désormais, entre en collision avec ce que nous appellerons la monnaie analogique ou la monnaie politique. Tiens, c'est sans doute une meilleure façon de la décrire. Bref, on se retrouve à songer encore à ce qu'est la monnaie. En fait, je crois que l'énergie tokenisée est un concept insuffisant pour apprécier pleinement ce qu'est l'argent. Une autre façon de le décrire est de revenir à un modèle idéal. Quel serait le modèle idéal de la monnaie ? Un registre ? Un grand livre partagé, immuable, exact. Vous le savez bien, vous l'avez déjà entendu, cette expression. Bitcoin est un registre partagé et immuable. Et il y a ce débat, est-il si immuable que cela ? Dans l'histoire du monde, un réseau de crypto-actifs entièrement décentralisé et mature est sans aucun doute ce qui se rapproche le plus d'un registre partagé immuable. Notons que lorsque les gens décrivent Bitcoin de la sorte, comme un grand livre partagé et immuable, ils ont bien souvent tendance à laisser de côté son exactitude mathématique. C'est presque implicite. Mais si on se concentre sur les 3 dimensions critiques de ce modèle de monnaie idéale, je crois qu'on peut dire, petit 1, c'est un grand livre partagé, un registre accessible par tous dans le système politique. Petit 2, ce registre doit être immuable, personne ne doit pouvoir le falsifier. Et, petit 3, il doit être exact, mathématiquement complet ou correct, faute de quoi ce n'est pas une monnaie idéale. Prenons donc ce modèle. La monnaie est un registre partagé, immuable, exact. Là, si on laisse libre cours à son imagination, voilà une sorte d'être divin descendant sur Terre, concevant ce système parfait et incorruptible et logeant télépathiquement ce registre partagé immuable et absolument exact dans l'esprit de chaque être humain. Ainsi, à chaque fois que vous contractez une dette ou un crédit, le grand livre se met à jour et rien ni personne ne peut corrompre ce registre. Robert,
Voilà qui renvoie directement à l'essence même de la notion de propriété, n'est-ce pas ? Fondamentalement, c'est une liste de qui possède quoi, où la propriété est le reflet des faveurs que vous avez rendues au marché, par lesquelles vous avez gagné le droit de demander en retour des faveurs du marché. Et l'argent, la monnaie, c'est en quelque sorte la forme ultime de propriété échangeable contre toute autre forme de propriété. Michael. Ouais. L'idée est qu'un tel registre partagé, immuable et exact permettrait d'allouer la propriété de tous les droits de propriété intellectuelle. Vous en avez besoin pour suivre vos droits musicaux, vos droits vidéo ou vos droits cinématographiques sur votre iTunes Store. Qu'est-ce que vous possédez ? Pour l'enregistrement de droits et des licences, puis-je pénétrer dans un bâtiment, en sortir ? Puis-je traverser une frontière ? Quels sont mes droits ? Quelles sont mes obligations ? Qu'ai-je en ma possession ? Et qu'est-ce que je partage ? Eh bien, tout cela se résume à une base de données partagée qui doit être immuable et correcte. Ça, c'est la propriété, l'essence même de la propriété. Quand vous faites l'acquisition d'une propriété, disons un terrain de 2 hectares, je ne sais où, il y a cet acte de propriété qu'il vous faut déposer au tribunal. Une pièce cruciale, non ? Une bonne partie du travail en lien avec ce droit de propriété consiste à s'assurer de l'absence de privilège sur la propriété avant de l'acheter. Il faut vérifier que vous avez le titre approprié et que vous pouvez le transférer. À mon sens, la monnaie, c'est un peu comme la propriété ultime, l'apex, la somme de toutes les propriétés. C'est en tout cas la plus importante car elle est échangeable contre n'importe quelle autre propriété, produit ou service. C'est donc mon énergie tokenisée. Robert, en réalité, Michael, ce que vous êtes en train de nous décrire ici, c'est ce mouvement, ce déplacement, cette évolution de la monnaie hors de la sphère politique et vers un standard, une norme résultant d'un travail d'ingénierie. La politique, c'est le débat sur les modalités d'application de la coercition. Voilà une définition de la politique qui me plaît bien. Eh bien, dans ce contexte, Bitcoin est ce type de monnaie qui déplace l'économie hors de la sphère du politique et dans le domaine d'une science plus dure. C'est sans doute un des aspects phares de ce changement de paradigme. On a toujours considéré la monnaie comme relevant du domaine de ceux qui détiennent le pouvoir d'appliquer la force. Mais la voilà maintenant ancrée dans le domaine du scientifiquement correct. Michael, ouais, on passe d'une monnaie de conception politique à une monnaie conçue scientifiquement. Robert, tout à fait. Le passage de l'ingénierie sociale à l'ingénierie scientifique. Michael, précisément, est-ce de l'argent parce que la personne la plus importante du village en a décidé ainsi, ou parce que le meilleur ingénieur l'a conçu comme tel ? Satoshi a mis au point une monnaie. Cette monnaie est le fruit d'un brillant travail d'ingénierie, alors que chaque gouvernement s'est contenté d'en fabriquer. Okay ? Donc on part de ce modèle, la monnaie comme registre partagé, immuable et tout à fait exact. Bien, passons maintenant en revue les divers systèmes monétaires qui se sont succédés à travers l'histoire. Commençons par les pièces de monnaie antiques, ok ? Les réseaux de pièces de monnaie. Il y en a eu tellement, à commencer par les monnaies lydiennes. Pour chacun de ces réseaux, pour simplifier, on a une pièce d'or, une pièce d'argent, une pièce de cuivre. Souvent, on a 3 pièces différentes comme ça, vous savez. Une qui vaut 1000, l'autre 10, et la troisième 1. 3 ordres de grandeur différents. Et l'inconvénient, c'est que dans un tel système de monnayage où vous commencez à échanger des jetons personnalisés dans un réseau, l'échange n'est possible que si des jetons, vous en avez. Si les gens les égarent, la monnaie disparaît. Or, les gens tentent bien vite de contrefaire ces jetons, de les découper de multiples façons. Les pièces finissent par s'user, puis il faut les transporter, les pièces. Et donc, la cause de l'échec de tous ces systèmes de pièces, c'est d'une part qu'il n'y en a jamais assez, il y a toujours une limite. D'autre part, il y a des limites à leur divisibilité. Ok, vous pouvez passer de pièces ou de coupures de 1000 à des unités de 100, 10 ou de 1, mais comment faire pour passer à 0,1 ou 0,01 ? Ça pose problème quand vous voulez atteindre des ordres de grandeur supérieurs ou lorsque vous voulez faire de la monnaie. Et vous voilà contraint de faire appel à des professionnels de la monnaie. Il en résulte un maximum de friction, d'impédance. Pendant des milliers d'années, les gens se sont heurtés à la difficulté de fabriquer des pièces durables, résistantes à la découpe et à la contrefaçon.
Cela mène en fin de compte à des systèmes marchands dotés, chacun de leur propre système interne de pièces de monnaie. Vous voulez passer d'un système à l'autre ? Eh bien, il y a ce bureau de change, juste là, entre les deux, à la frontière, qui vous attend patiemment et qui vous prend 10%. Je me souviens d'un voyage de Londres à Rome avant la formation de l'Union européenne. Robert, un vrai périple. Je suis arrivé avec des dollars que j'ai convertis en livres sterling. Je crois qu'ensuite j'ai pris un vol pour les Pays-Bas et j'ai converti mes livres en monnaie néerlandaise. Puis je me suis rendu en Belgique et j'ai donc converti mes gulden en monnaie belge, monnaie que nous avons à nouveau dû convertir pour traverser la France. Et ces francs, j'ai dû les convertir en lire quand enfin nous sommes arrivés en Italie. Bilan des courses, je me suis retrouvé en 72 heures à peine avec environ 50% du montant que j'avais pris en partant. Robert, ça renvoie à cette analogie de l'énergie. Chaque transformation d'énergie, de thermique à cinétique à chimique, quelle que soit la direction, occasionne une perte. C'est donc ce problème récurrent, transformer l'énergie d'une forme à l'autre et vice-versa. Michael, à chaque passage d'un réseau de pièces à l'autre, vous encourez une perte d'énergie. Ensuite, vous subissez une perte continue au fil du temps, à mesure que les gens s'adonnent à la contrefaçon. Et là encore, vous n'avez pas votre mot à dire. Puis, on a les pertes consécutives à la dévaluation des pièces. Et le résultat de tout ça, c'est quoi ? C'est quelque chose comme 5000 systèmes de monnaie différents à travers l'histoire. Chacun d'entre eux a lutté pour sa survie. Et ils ont finalement convergé vers l'étalon or. Et l'on cultive ce mythe de l'âge de l'étalon or, et bons vieux jours. Et tout porte à croire que l'étalon or n'a jamais fonctionné à la perfection. Nulle part. Je veux dire, on a tous en mémoire les histoires des Romains dévaluant leur monnaie, entraînant ainsi l'effondrement de leur empire. Nous savons que les Lydiens ont également perdu la leur, qu'il devait y avoir des centaines de systèmes de monnaie en Grèce, qu'une cité, après avoir saccagé une autre, fondait ses pièces de monnaie pour donner naissance au prochain lot. On a un problème avec l'idée même de la monnaie. Ce problème avec la monnaie, c'est qu'elle est basée sur le métal. On parle bien de monnaie métallique. Alors bien sûr, l'or en est la forme la plus aboutie. L'étalon or. Quel problème pose-t-il l'étalon or ? Le problème, c'est qu'en réalité, il n'a jamais vraiment bien fonctionné, handicapé qu'il est par quelques défauts bien gênants. L'inflation d'abord. Quel défaut gênant. Non, on ne parle pas d'une inflation rapide. Tout se passe lentement, à raison de 2-3% par an. Et cette inflation, la conséquence de tout cet or que l'on extrait et dont on frappe des pièces et tous ces autres objets avec lesquels vous vous baladez, c'est que ça n'est aucunement conservateur. Mathématiquement, scientifiquement parlant, vous démarrez avec 100 unités, vous voilà avec 102 unités, puis 105, 108 unités. Donc, quelle que soit la part, la fraction de l'offre totale que vous détenez, elle s'amenuise, elle se réduit, elle fuit à raison de 2-3% par an. Et la situation empire si le système n'est pas fermé. Mais si quelqu'un introduit de l'or neuf dans le système, par exemple, comme les Espagnols, lorsqu'ils ont mis la main sur l'or des Incas et qu'ils l'ont rapatrié du Nouveau Monde, alors là, ça vous cause une inflation massive. Il me semble bien avoir lu cette histoire où Jules César est de retour des guerres gauloises et la quantité d'or qu'il a saisie est telle qu'elle provoque une hyperinflation à Rome. Les taux d'intérêt bondissent, trop d'argent. Donc, il y a de l'inflation. Soit parce que vous avez saisi de l'or, soit parce qu'une autre nation en a inondé votre marché, soit juste parce que l'extraction minière se poursuit. Et donc si l'on reprend ce référentiel, qui est notre modèle idéal de la monnaie, cela signifie simplement que l'or est mathématiquement inexact, ni conservateur, ni correct. Une approximation tout au mieux. Dans le meilleur des cas, l'erreur est 2% par an, ce qui signifie que sur une décennie, le taux d'erreur s'élève au mieux à 20-25%. Mais dans le pire des cas, je double ou je triple la quantité d'or après avoir saccagé les Aztèques ou les Incas ou dépouillé la Gaule. Tout cet or que je ramène cause une erreur majeure. L'or est donc mathématiquement erroné parce que vous vous contentez de déplacer des jetons métalliques et que le système n'est pas fermé. Le deuxième problème avec l'or, c'est qu'étant physique par nature, on peut le confisquer. Les droits de garde de l'or sont loin d'être exceptionnels. Sans doute un peu meilleurs dans l'ensemble que ceux de la monnaie fiat, certes, mais inférieurs à certains égards. Si j'ai beaucoup d'or, disons 1 ou 10 millions de dollars d'or, ça pèse lourd, très lourd.
Oublions l'idée de le faire transiter par l'aéroport. Un jour, j'ai essayé de... Je suis allé sur Amazon il y a quelques années, je voulais un petit canif et donc je l'ai commandé. Vous savez bien qu'en avion, il est interdit d'avoir une lame de, je sais pas, plus de 12 mm de long ou un truc du genre, quoi. Une lame infiniment courte, quoi. Un quart de pouce ou un demi-pouce. Bon, me voilà sur Amazon et je vois ce gars qui fait de la pub pour un couteau minuscule permettant de couper une cordelette, prétendument conforme aux normes de la TSA. J'étais trop fier de moi, je crois que j'ai dû payer $39 pour ça. Je pars avec à l'aéroport, je passe par le détecteur de métaux, et je le jure, l'agent de la TSA s'arrête. « Stop, on arrête tout, stop les bagages !» Et il me dit « Montrez-moi ça !» Et il sort cette petite lame d'un demi-pouce pour couper une cordelette en me disant « Monsieur, il est formellement interdit d'emmener ça avec vous. » Et bien sûr, là, mon argument à la Amazon m'a promis que c'était OK, n'a pas pesé bien lourd. La morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas moyen de faire passer un canif en forme d'aiguille à travers un aéroport. Alors si je suis incapable de faire passer mon couteau miniature, je me demande bien comment vous arriverez à faire passer 5 ou 10 pièces d'or. En conclusion, les pièces d'or sont faciles à confisquer et les droits de garde sont vraiment médiocres. Le problème fondamental de l'étalon or est que la garde de l'or, sa conservation, est difficile et sa sécurisation hyper onéreuse. Combien ça coûte d'en sécuriser $1 milliard? Il va me falloir embaucher 24 gardes armés et détenir un coffre à Fort Knox? Robert, à cela s'ajoute le fait que le coût associé à la garde augmente avec la quantité stockée. Ça pose un problème majeur. Michael, le coût de la garde de l'or est prohibitif. Impossible à sécuriser en petite quantité et exponentiellement coûteux en grande quantité. Puis aussi avec le nombre de nœuds. Si j'ai 100 000 nœuds, ça me fait 100 000 points de défaillance. Et donc cela augmente avec le nombre de nœuds, la valeur des nœuds et la vitesse des nœuds, ou la vélocité de l'argent, n'est-ce pas? Admettons que je veuille déplacer $1 milliard d'or chaque jour de la semaine pendant 365 jours d'affilée sur 1000 km. Estimez donc le coût de sécurité de tout cela. La conclusion, c'est que cette monnaie est si lourde qu'elle en perd toute vélocité. L'or se retrouve conservé à Fort Knox où il reste sagement pendant 30 ans et où personne ne l'audite. Et dans ce contexte, on peut éventuellement se convaincre que oui, l'or est sécurisé. Sauf que c'est pas le cas, car cette monnaie n'a ni vélocité ni distribution. Si je voulais distribuer de l'or à 8 milliards de personnes et le déplacer chaque jour, le budget sécurité exploserait jusqu'à en bouffer toute l'énergie disponible pour l'humanité, pas vrai ? Un coût qui dépasse sans doute le produit intérieur brut cumulé de tous les pays du monde entier. Donc la sécurité et son coût ne sont nullement scalables. Robert, cela nous conduit à décomposer la monnaie en un actif d'une part et une devise de l'autre. L'or jouant le rôle d'actif mais s'avérant tout à fait inutile comme devise compte tenu de la difficulté à le faire circuler. On introduit par conséquent une devise. Autre point à signaler, avec l'or, on se rapproche vraiment de ce registre immuable que vous avez décrit comme monnaie idéale, il me semble, mais il présente malheureusement toujours cette inexactitude, l'inflation, qui reste relativement faible au demeurant. Non, le taux d'erreur le plus important avec l'or, à mon sens, concerne la violence que l'or génère autour de lui, le risque de confiscation auquel il est exposé et le caractère imprévisible de l'or. Quand le marché en sera-t-il inondé ? Quand va-t-on vous le confisquer? À quel point votre gardien est-il digne de confiance? Etc. Michael, l'or est un système monétaire inexact. Oui, c'est de l'énergie tokenisée. Et oui, c'était sans doute aussi la meilleure idée pour tokeniser l'énergie à l'âge de bronze. Mais ces jetons ne reflètent aucune exactitude mathématique. Et l'or étant si facile à confisquer, on ne parle plus vraiment d'un registre partagé. Ce ne sont pas des jetons partagés, n'est-ce pas? Je ne peux en aucun cas le partager si je ne peux pas le transporter avec moi. Ce qui nous conduit au troisième problème, l'hypothèque de l'or. L'or est trop facile à contrefaire et à manipuler. Je peux soit dévaluer les pièces elles-mêmes, soit mentir sur l'actif, la quantité d'or dans le coffre, lorsque je vous remets un billet convertible en or. Soit je crée le billet en question et je vous mens à son sujet, soit, plus simplement, je dévalue juste la pièce. L'authenticité des pièces est désormais questionnable. C'est notre quatrième problème, l'authentification de l'or. Bien trop cher à auditer et à authentifier. En fait,
personne dans mon entourage n'a jamais fait authentifier ne serait-ce qu'une pièce d'or. Son authenticité, vous n'en savez rien. Stupéfiant quand on y pense, si l'on considère qu'à l'origine, l'utilisation de ces pièces visait précisément à faciliter ce processus d'authentification, à le rendre évident. Isaac Newton lui-même a travaillé dur sur la conception d'une bonne pièce, car la plupart d'entre elles, à l'époque, étaient de médiocre facture. Toutefois, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui encore, on se heurte aux mêmes difficultés. Cette incapacité à authentifier l'or aisément réduit tout autant le caractère partagé que l'exactitude du fameux registre partagé immuable qui constitue notre référentiel. Comme nous l'avons vu, son transport pose problème. L'or est trop cher, trop lent, trop difficile et trop dangereux à déplacer. Tout comme sa distribution, du fait de la difficulté à le déplacer, à l'authentifier, sa propension à la confiscation. Alors, comment distribuer l'or, se demande-t-on. Trop difficile, trop cher à distribuer. Par distribution, j'entends comment puis-je le donner à 1 milliard de personnes. Ok ? Donc, concrètement, je veux dire, si vous distribuiez aujourd'hui jusqu'à 1 000 $ de pièces d'or à 1 milliard de personnes, il y aurait une marge de 35% sur chaque transaction, non ? Il vous en coûterait 90 $ pour transmettre une valeur de 60 $ en or. Et si vous déteniez pour 60 $ d'or et que vous arriviez à vous en séparer pour 40 $, vous auriez du bol. Ce coût de transfert est donc tout simplement obscène. Enfin, il y a aussi le problème de la divisibilité de l'or. Comment diviser une pièce d'or d'une once ? Vous ne le pouvez pas, point. Pas moyen de la diviser. Cela m'impose de créer une pièce d'argent et une pièce de cuivre. Et là, nouveau problème, j'ai jamais la bonne combinaison de monnaie, donc les prix ne fonctionnent pas tout à fait correctement. Donc l'or, bien que fondamentalement la meilleure énergie tokenisée de l'âge de bronze, a fini par toucher ses limites. En raison de ses défauts multiples, il était apparu clair au Moyen-Âge qu'il fallait remplacer l'or par un type de monnaie fiduciaire, un type de système de chèque ou un système de registre papier. J'ai évoqué le mythe de l'or. Ça ne m'est pas toujours, et je me demande encore pourquoi il ne s'est pas fait remplacer il y a 2000 ans. On mentionne souvent aussi les tablettes sumériennes, des tablettes d'argile sur lesquelles figurent des registres. Donc, n'est-il pas concevable, voire hautement probable, qu'il existait déjà des systèmes de chèques ou de registres mis en œuvre par des banques privées il y a des milliers et des milliers d'années ? Le mythe de l'étalon or se brise donc dès lors qu'on considère qu'en réalité, ce dernier n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire où toute la monnaie était de l'or. Ce qu'on a eu, c'est une période où l'or constituait le principal actif réserve de valeur à long terme. Il est plus que probable que vous ayez toujours eu affaire à ce marchand qui vous fait crédit et consigne tout cela sur son registre. Un crédit avec ce marchand de la Rome antique, un crédit avec la ville, la cité, ou encore un crédit avec le maître d'équipage à bord du navire sur lequel vous voilà embarqué pour plusieurs mois. C'est lui qui a la main sur les fournitures. Servez-vous de cigarettes et d'alcool à volonté, faut juste signer là, sur le registre. Et votre compte en est débité. Une fois le voyage terminé, ce sera déduit de votre salaire. Et ouais, ça se passe comme ça depuis que les gens parcourent le monde sur leur navire. On a ce mythe de l'étalon or. Ce qui est vrai, c'est qu'on a toujours eu un système basé sur un actif et une devise, où la monnaie consistait en un système de chèques avec une contrepartie centrale, nos banques d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, nous avions des orfèvres qui avaient des billets convertibles en or. Et puis on a toujours eu des marchands, des maîtres d'équipage et ce gars à l'armée qui gueulait « Si vous le perdez, on vous le déduira de votre salaire. Quoi que ce soit que vous perdez, dépensez ou consommez, ça vous sera débité. » Ok, on s'arrête là pour ce premier volet de l'épisode numéro 10 avec sans doute cette réflexion de fond qui t'habite aussi. Énergie tokenisée ? Ultime expression de la propriété, registre immuable, mathématiquement exact et partagé. C'est quoi au juste la monnaie ? Est-ce que je sais, moi ? Voilà comment mes amis du Kawar au Niger esquivaient subtilement et judicieusement certaines de mes questions, en soulignant leur nature exagérément complexe. C'est quoi la monnaie, Jacques ? Est-ce que je sais, moi ? Je peux plus vraiment te dire que j'y connais rien. En tant que bitcoiner, forcément, on finit par s'en faire une petite idée.
T'en es témoin, cette question, on l'a étudiée ici à de multiples reprises avec Gigi, Amous, Rothbard, etc. Mais le sujet est si vaste et si profond, les experts eux-mêmes s'opposent, brandissant des versions contradictoires de l'histoire monétaire. Donc les connaissances que j'ai glanées à ce jour, moi, ne font en rien de moi un expert. Cela dit, pour approfondir le sujet efficacement, je te recommande Layered Money de Nick Bhatia, un livre un peu touffu pour moi, mais très bon, dispo en version française chez Consensus sous le titre La monnaie pyramide. Son traducteur, David Saint-Onge, a jugé que la traduction littérale de Layered Money, en monnaie en couche, nous égarait dans un tout autre imaginaire. L'éthique de la production de monnaie, de Jörg Guido Hülsmann, régulièrement cité par Yorick de Montbine, fait partie de ces documents qui s'accumulent sur ma pile de livres à lire. Je t'en laisse un lien vers la version électronique en libre accès. Et puis, enfin, le fameux Broken Money de Lynn Halden, que tout le monde présente désormais comme la synthèse de référence à lire en priorité sur le sujet. Pour revenir à notre lecture du jour, on note que Saylor nous décrit d'abord les réseaux de pièces de monnaie, nous décrivant combien ces derniers sont limités par leur matérialité, des pièces sujettes à contrefaçon dont l'offre est difficile à contrôler et dont le manque de divisibilité pose problème. De multiples sources de friction dans un système pas si fluide que ça et confiné à un espace clos qui voit l'acceptabilité desdits jetons diminuer drastiquement au-delà des frontières. Et toutes ces expériences de monnaie métallique convergent vers l'adoption de l'or. Saylor reprend la liste des limites inhérentes d'un système de monnaie métallique basé sur l'or, l'inflation de son offre d'abord qui résulte soit de son extraction minière régulière, soit de l'inondation brutale du marché de quantités d'or volées sur d'autres continents. D'autres défauts liés à sa nature physique. Propension à être confisqué, coût élevé de sa garde, obstacles techniques et économiques à sa sécurisation à grande échelle, limite à sa divisibilité, de nouveau, risque de dérive de réserves fractionnaires et toujours cette question millénaire de l'authentification. Sont-ce là des pièces d'or sonnantes et trébuchantes ou de géniales copies de tungstène enrobées du métal précieux? Michael en conclut: le truc ne circule pas, il n'est pas distribuable à grande échelle, donc inutilisable par 1 milliard d'individus. Est-ce que Saylor n'enfonce pas là des portes grandes ouvertes? C'est sans doute le cas pour tous ceux qui ont déjà bien pris conscience des limitations de l'or 1.0 et de systèmes basés sur cette monnaie marchandise. À vrai dire, le discours me semble ici un peu lourd pour être juste destiné à des bitcoiners. Je suppose que Saylor cherche là à fracasser les fondations conceptuelles de tous ceux qui rationalisent encore sur la pertinence et la nécessité d'un retour à l'étalon or. Avec au premier rang les gold bugs résistants, sceptiques ou crédules, qui rechignent à reconnaître en Bitcoin le projet dont ils ont toujours rêvé au fond et qui leur donne enfin une chance de remporter le combat culturel et moral qui les anime. Cet épisode leur est largement destiné. Je le vois comme un catalyseur pour stimuler la mise à jour logicielle de Goldbug Boomers, une invitation à marcher dans les pas de Lawrence Lepard, jadis l'un d'entre eux, qui a eu la curiosité, l'humilité et l'intelligence de mettre en suspens ses positions, ses convictions de Goldbug pour progressivement arriver à la conclusion, comme nous tous, que c'est Bitcoin la réserve de valeur du 21e siècle and that there's no second best. Je te laisse le contact Twitter de Lepard parmi les notes. Bon, cela dit, Saylor, il va pas de main morte, hein. Après, c'est vrai que c'est sans doute une démographie qu'il connaît très bien, une population dont il sait qu'il faut la secouer, challenger les certitudes, une population quelque peu assoupie, parmi lesquels certains ne demandent qu'à être réveillés pour rejoindre enfin un combat victorieux, le combat de leur vie. Voilà pourquoi Saylor y va franchement, décrivant l'étalon or comme largement un mythe qui n'a jamais pleinement existé, qui s'est montré trop fragile et incapable d'empêcher la chute des empires qu'il soutenait. Le mythe de l'or. Sa résistance sans égale à l'épreuve du temps contraste avec ses nombreux défauts. Saylor s'interroge sur cette longévité, sur la fascination rémanente qu'exerce encore le mythe de l'étalon or.
Alors que pourtant, les historiens rapportent l'emploi de registres comptables gravés sur tablettes d'argile dès l'époque sumérienne. C'est une bonne chose que la série se penche enfin sur ces grands livres, ces registres et autres ledgers bien plus anciens qu'on ne l'imagine, bien pratiques aussi, que ce soit dans les navires ou au cœur des riches civilisations antiques. La suite de l'épisode fait l'examen critique de ces registres dont on comprendra les limites. Pour conclure aujourd'hui, je relis un court passage qui me semble assez fondamental. On a toujours considéré la monnaie comme relevant du domaine de ceux qui ont le pouvoir d'appliquer la force. Mais la voilà maintenant ancrée dans le domaine du scientifiquement correct. Nous passons d'une monnaie de conception politique à une monnaie de conception scientifique. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou une excellente soirée. Like, retweet, partage autour de toi, soutenons, stimulons ensemble l'éducation de toutes celles et ceux qui découvrent Bitcoin lors de ce bull run. Aidons-les à mettre en place quelques fondations sur lesquelles s'appuyer en cas de turbulence. Allez, ciao!